Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, c'est Daniel Ishbia. Bonjour, vous êtes journaliste, écrivain et vous avez publié Comprendre le Bitcoin et les crypto-monnaies pour les nuls. Donc je vous propose ce matin de comprendre l'univers fou des crypto-monnaies. C'est un des chapitres de votre livre, Daniel Ishbia. Donc vous allez nous expliquer comment on peut s'y retrouver, parce que c'est vrai que ça intéresse, ça interroge, mais que c'est un univers quand même assez opaque, hein. C'est la deuxième édition de votre livre qui paraît qui paraît dans l'édition pour les nuls. Alors, c'est quoi une monnaie virtuelle? C'est quoi une crypto-monnaie? Est-ce qu'il y a une définition? Il faut repartir aux bases de la monnaie. La monnaie, c'est basé sur la confiance. Quand vous avez des euros, vous savez que vous irez en Espagne, vous irez n'importe où en Europe, on acceptera vos euros pour acheter une bicyclette ou quoi que ce soit. Et en 2008, il y a eu cette crise des subprimes, enfin, aux États-Unis, qui fait que la confiance dans les banques, elle a quand même pris du plomb dans l'aile. La crypto-monnaie, le Bitcoin, qui a été la première, c'est une façon de déporter la confiance dans nous-mêmes, nous les usagers, c'est-à-dire vous, vos collègues. On a tous une copie de toutes les transactions qui n'ont jamais eu lieu en Bitcoin, ce qui fait qu'on ne peut pas falsifier une transaction. Si je vous donne 2 euros, on ne pourra pas le falsifier parce qu'on a tous une copie de tout ce qui a été fait. Donc, c'est une tentative de mettre la confiance dans les usagers. Et toutes les crypto-monnaies fonctionnent sur ce principe. La confiance se trouve dans un registre comptable qui s'appelle la blockchain, qu'on a sur notre iPhone, qu'on a sur ce qu'on appelle des places de marché, des serveurs qui stockent votre clé, enfin votre identifiant. Voilà. Et alors, comment c'est arrivé? Comment c'est né? Comment est-ce qu'une nouvelle monnaie... Alors, votre livre est très complet. Alors, tout le début, j'ai compris. Après, ça se complique. Mais vraiment, si on veut s'y mettre, il faut se former, hein. On peut pas acheter des bitcoins comme ça sans être un tout petit peu informé, même prendre des cours peut-être, ou utiliser votre livre. On est un peu comme au début du web. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 94, c'était très compliqué. Il fallait faire énormément de paramétrage et puis progressivement, ça s'est simplifié. Ça devient de plus en plus simple parce que de plus en plus, on va payer avec son iPhone, on scanne un code barre et hop. C'est ce qui se passe au Salvador. Vous avez vu que le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie. Les gens, ce sont des centaines de milliers de gens qui vont dans les commerces. Le commerce leur met un code barre, ils scannent et hop, le paiement est fait. C'est aussi simple que ça. Oui, vous avez évoqué blockchain. C'est quoi blockchain? La blockchain, donc, c'est un registre où il y a toutes les transactions qui n'ont jamais eu lieu. Quand je vous donne 2 euros, vous m'en donnez 3, etc. Eh bien, tout le monde a une copie de cela. Au lieu d'avoir les banques comme tiers de confiance, c'est nous-mêmes, les millions d'usagers du Bitcoin, qui sommes un petit peu les garants les uns pour les autres. Et c'est pareil pour les autres monnaies. Mais c'est fragile, Gilles, qui connaît un peu le domaine. Oui. C'est pour ça que je suis resté, Valérie, parce que j'ai un peu de Bitcoin. Non, en fait, il y a une chose pour que nos auditeurs comprennent le principe, c'est qu'il y a une somme qui est décidée, on va dire par exemple 1 milliard ou autre, et cette somme ne bougera pas. Elle ne bouge, elle peut pas augmenter et en fait, elle va fluctuer elle-même. Et c'est les entrées et les sorties qui vont faire monter et descendre la valeur. Et ça, c'est l'inverse d'une monnaie, parce qu'une monnaie, on peut faire jouer la planche à billets, on peut faire plein de choses. Et c'est la force des bitcoins, c'est-à-dire qu'on sait dès le départ combien il y a d'argent, et donc on peut prendre des participations et des parts qui sont de 0,001. On n'est pas obligé d'acheter un bitcoin entier qui c'est ça, hein. Oui, on prend 46. Ouais. Mais ce que vous dites, c'est vrai pour le Bitcoin, mais maintenant, il y a des centaines d'autres crypto-monnaies. Le Bitcoin a été limité volontairement à 21 millions d'unités. Donc, il faut le prendre un petit peu comme l'or, c'est plus une valeur de placement. Une valeur de refuge. Et si vous avez 100 euros à placer, vous êtes mieux engagé si vous les placez dans du Bitcoin qu'à la caisse d'épargne, par exemple. Si vous les laissez suffisamment longtemps. Oui, mais il y a des risques quand même. Il y a des risques, vous les évoquez. Il y a des risques que les États, ça fait partie des questions qui se posent, que les États prennent possession de ces monnaies. Donc c'est pas sans risque non plus. Enfin, l'argent miraculeux, j'ai toujours appris que ça n'existait pas. Non. Est-ce que c'est sans risque? Est-ce que c'est vraiment la meilleure épargne aujourd'hui? Sur les nouveaux, c'est-à-dire que c'est toujours investissement pareil. Plutôt. Pardon. Oui, j'ai dit épargne, mais c'est investissement. Excusez-moi. Si vous prenez des monnaies établies, maintenant, on peut considérer que le Bitcoin, l'Ethereum sont des monnaies établies.
il y en a d'autres comme ça, il y a très peu de risques. Sur les nouvelles monnaies, comment dire, il y a des risques, mais vous pouvez aussi énormément gagner, mais aussi prendre le risque de tout perdre. Après, c'est une mentalité. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme moi, par exemple, j'ai beaucoup testé de jeux vidéo. C'est presque comme un jeu, je veux dire, on peut miser des petites sommes, on les gagne, on les perd. Moi, franchement, je ne veux pas vous faire de baratin. J'ai peut-être perdu autant que ce que j'ai gagné, mais il y a un côté jeu qui est amusant de participer à une nouvelle technologie. Je pense que beaucoup de gens sont un peu dans cet état d'esprit. On s'amuse avec quelque chose qui vient de sortir. Bon, il y en a qui font d'énormes plus-values, tant mieux. Et Valérie, c'est vrai, alors moi pour être clair, j'ai une partie en Bitcoin et une partie en Ethereum. Je suis petit joueur à côté par rapport à notre invité. Et donc, et en fait, il faut laisser, c'est-à-dire que vous allez avoir des variations, il faut pas prendre peur, c'est-à-dire, faut pas retirer tout de suite son argent comme la bourse. Parce que vous vous dites, ah là là, ça a baissé, j'ai mis 1000 euros et maintenant je suis à 500. C'est pas grave parce que dans un an ou dans 6 mois, vous allez être à 3000. Et si vous avez retiré, vous vous dites ah zut, mais pourquoi j'ai retiré maintenant c'est à 3000. Il faut rester dans la durée et se dire dans 3 ans, j'aurai presque triplé ou quadruplé ce qu'aucun investissement peut faire, on est d'accord? Bah oui, parce qu'il faut voir que le Bitcoin, bon, il a connu des hauts et des bas. Si on regarde son évolution, c'est que des hauts et des bas. Mais si on prend le point de départ et le point d'arrivée, on n'a aucun investissement aussi rentable depuis 10 ans. Ouais. Est-ce que, alors on a un auditeur, Stéphane, qui s'y connaît bien, il dit en France c'est imposable et déclaratif. Oui, c'est vrai. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes imposé sur les J'aurais gains. dû dire que j'en avais. Ouais. Non, mais ce qui est dingue, c'est la vitesse à laquelle ils ont sauté dessus. Je veux dire, Bruno n'a pas perdu son temps. C'est-à-dire qu'on doit payer 30% sur les bénéfices qu'on fait sur les gains. Donc, mais c'est les gains. Bon, dans une année, vous pouvez faire des pertes et des gains. Si vous gagnez, je sais pas, 1000 euros, vous paierez 30% de ces 1000 euros. Mais alors, toujours Stéphane demande, par contre, où est le meilleur wallet? Oh, il y en a énormément. Et moi, j'ai Coinbase, si je peux aider notre auditeur. Il est bien, mais il est un peu cher. Ah bon, pourquoi? Il y en a qui sont un peu plus compliqués. Ben, il y a ce qu'on appelle les frais de calcul. Comme je vous dis, c'est une monnaie qui est sécurisée entre nous-mêmes. Donc, chaque transaction est vérifiée par un calcul et la personne qui fait ce calcul, qu'on appelle un mineur, vous fait payer une commission. Sur Coinbase, vous avez tendance à payer un peu plus cher qu'ailleurs. Oui, mais je me sens sécurisé, moi. Mais il est très bien. Je veux dire, c'est le plus simple pour le débutant. Ah, si vous débutez, il vaut mieux prendre Coinbase ou Kraken. Sinon, vous avez des plateformes comme Binance où vous payez beaucoup, beaucoup moins cher, mais qui est beaucoup plus compliqué. Après, mais tout ça va se réguler progressivement. Alors, quel est l'avenir pour les blockchains? Vous l'évoquez dans votre livre. Et puis, il y a ce risque que les gouvernements s'immiscent un petit peu dans ce jeu-là, parce que c'est quand même de l'argent qui leur échappe. Il y a la Chine qui a commencé à réguler ça très très fort. Il y a l'Inde également. Mais je crois qu'au-delà, dans les pays libres, c'est une révolution de civilisation qui est en train de se passer parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Demain, vous pourrez peut-être obtenir un prêt. Moi, par exemple, il y a des initiatives que je trouve extraordinaires. Vous savez qu'au Salvador, par exemple, avec le fait qu'ils ont mis le Bitcoin comme monnaie nationale, ils ont pu créer un hôpital pour animaux avec 300 emplois à la clé. Ils sont en train d'ouvrir 20 écoles. Tout ça avec les bénéfices qu'ils ont fait en adoptant le Bitcoin comme monnaie. Donc c'est des pays où il y avait un accès à la banque très limité. Il y a énormément de pays dans le monde où c'est très difficile d'avoir accès à un compte en banque ou même au dollar, où vous allez pouvoir avoir une alternative aux banques. Je ne pense pas que les banques vont disparaître, mais il y aura une alternative grâce aux crypto-monnaies. Le Salvador est le premier pays à l'adopter comme monnaie locale. Ça a l'air de très bien se passer, quoi. Ah oui, il y a carrément, c'est devenu la monnaie locale. Ben oui. Mais on peut payer avec des bitcoins? Tout à fait. Bon, ils utilisent ce qu'on appelle un 100 millionième de bitcoin qui s'appelle le Satoshi, parce que le bitcoin maintenant il vaut tellement cher. Le Satoshi vous permet de payer des choses, par exemple votre baguette en quelques centimes, et vous prenez votre téléphone, vous scannez le code barre que vous montre. C'est un peu comme de nos jours, on passe son téléphone ou on passe sa carte bleue et puis c'est sans contact. Là, simplement, vous mettez votre téléphone, vous scannez un code barre et le paiement est fait. C'est très simple. Mais c'est pas partout. Tous les commerçants n'acceptent pas encore les bitcoins. Au Salvador, oui. Et puis, il y a d'autres pays qui commencent à s'y mettre, comme le Brésil. Enfin, c'est vraiment... Oui, mais en France, je parlais de la France, là, pour le coup. En mais France, vous avez ce qu'on appelle... Vous avez des crypto-cartes. Vous avez des boîtes comme Crypto.com ou Binance qui vous proposent des cartes de crédit que vous pouvez utiliser n'importe où comme une carte Visa.
Et d'ailleurs, celle de crypto.com est soutenue par Visa. Et vous pouvez payer avec votre compte en crypto dans n'importe quel commerce qui accepte des cartes de crédit. D'accord, juste une question d'un auditeur. Alors non, une remarque de Stéphane toujours qui dit attention de bien protéger parce que beaucoup de vols de Bitcoin parce que c'est piratable. Oui. C'est piratable et puis Non, quid de la différence entre acheteur et mineur. Alors là, on est dans du plus précis. Mineur, on va peut-être pas rentrer, on est à la radio. Je veux dire, mineur, c'est la personne qui vérifie votre transaction, qui fait des calculs sur son ordinateur. Donc, il est rémunéré en Bitcoin. L'acheteur, c'est vous-même. Bon, le fait de se faire pirater, je ne vais pas vous faire de baratin. Moi-même, ça m'est arrivé parce que je teste énormément de choses. Il y a énormément de pièges et d'entourloupes. Je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur des mondes. C'est fabuleux d'une certaine façon et puis c'est risqué aussi parce qu'on est au début. C'est comme au début d'Internet. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Oui, n'investir. Vendez pas votre maison pour acheter des bitcoins. Oui, c'est ça. N'investir le seul conseil qu'on donne, c'est d'investir que ce que vous pouvez perdre. Exactement, c'est ça. Voilà. Est-ce que on a vu que Tesla, une partie de Tesla avait investi le capital de son entreprise en Bitcoin. Elon Musk est revenu là-dessus, ce qui a fait descendre le Bitcoin. Est-ce qu'on ne peut pas craindre finalement, puisque en fait on parlait des impôts, Stéphane, notre auditeur, en parlait. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une fuite des capitaux et de l'argent à terme par rapport aux impôts, puisque les impôts ne peuvent pas savoir si vous avez du Bitcoin ou pas, puisque c'est chez vous et personnel et ça doit être déclaratif. Donc est-ce qu'on n'a pas un problème finalement de l'argent? Est-ce que c'est pas un nouvel État défiscalisé et une nouvelle terre sans impôts? Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je dois l'être un tout petit peu. De deux choses l'une. Soit vous avez le logiciel de calcul du Bitcoin sur votre ordinateur, donc 350 gigas et ça évolue. Soit vous le mettez comme vous avez fait vous-même là, chez Coinbase, sur une place de marché. Dans ce cas-là, Coinbase déclare aux impôts tout ce que vous gagnez. Et la plupart des gens, 95% des gens, sinon plus, ont leur crypto sur des places de marché, quoi. Sur des places de marché qui stockent leur Bitcoin, leur Ethereum et les autres monnaies, les Solana, etc. Je ne sais pas si c'est clair. Si, mais ça peut être, c'est peut-être le nouvel Eldorado qui va échapper aux États pour frauder, non? Non, vous dites non. Coinbase, toutes ces places de marché essayent de se mettre en bonne légalité par rapport au gouvernement où ils sont. Donc, par exemple, Coinbase déclare tous les gains que vous avez faits. D'accord. Ouais. Alors, je précise que votre livre, c'est vrai que c'est difficile en un quart d'heure d'expliquer. Je voulais qu'on ait une première approche, mais d'abord, le fait qu'il y ait une deuxième édition, ça veut dire que ça bouge aussi beaucoup. Il y a des choses, mais pas. Je veux juste donner une idée. C'est l'introduction, c'est le chapitre introductif, c'est comment ces monnaies sont apparues, les tiers de confiance qui a perdu notre confiance en parlant des banques, de l'affaire Kerviel. Vous évoquez les éléments essentiels de la crypto-monnaie. Bon, après vous me perdez un petit peu quand on arrive sur des choses plus compliquées, mais c'est très intéressant et je pense que c'est vraiment une base. On a des auditeurs qui nous disent c'est compliqué, mais c'est intéressant. Le plus simple, c'est de se plonger dans ce livre. Moi, j'ai des amis qui ont pris des cours. Ça existe. C'est une bonne chose. Absolument. Pardon ? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est un peu comme les débuts d'Internet. Pour moi, je sais pas. Quand j'ai commencé à utiliser des synthétiseurs, j'ai dû prendre des cours, pour créer des sons. Je veux dire, la plupart des choses qu'on fait dans la vie, même si on veut étudier, faire de la retouche photo, on prend des cours. C'est pas mal de prendre des cours ou de lire un livre. Enfin, bon, je vais pas faire de la. Voilà, c'est de lire votre livre, donc les bitcoins pour les nuls, et c'est aux éditions First. Merci Bitcoin Daniel. Et crypto-monnaie. Et crypto-monnaie, absolument. Et Valérie, crypto-monnaie, à noter que dans 15 jours, il y aura une grande soirée Arte Théma sur le Bitcoin. On recevra un des réalisateurs, puisque ça passionne nos auditeurs. On reparlera encore des bitcoins. Alors, comprendre le bitcoin et les crypto-monnaies pour les nuls aux éditions First. Merci Daniel Ishbia d'avoir été avec nous. Tout de suite Valérie. Pour commenter l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai.